Après une première annonce et une levée de bouclier, puis des consultations, le gouvernement Legault a accouché de son plan 2.0 pour les universités anglophones du Québec. Au départ, les droits de scolarité des étudiants du reste du pays qui viennent dans une université anglophone devaient passer de 9 000 à 17 000 par année. Le gouvernement en faisait notamment une affaire de défense du français. Bishops, McGill et Concordia sont montés au front en plaidant qu'elles pouvaient augmenter la francisation des étudiants de premier cycle, donc au bac. Aujourd'hui, le gouvernement annonce que les droits de scolarité passeront de 9 à 12 000 donc c'est moins que ce qui était prévu dans la première mouture, mais que les universités devront franciser 80 des étudiants non québécois au premier cycle. Voici un peu les exigences du gouvernement du Québec pour ne pas augmenter autant les frais de scolarité, les droits de scolarité. Donc, en 2024-2025, mise à jour des politiques linguistiques et début des efforts de développement des compétences en français. Et l'année suivante, 80 des nouveaux inscrits doivent atteindre le niveau 5. Le niveau 5, là, c'est d'avoir une conversation sur des sujets courants, d'avoir des constructions syntaxiques simples ou parfois complexes à l'oral d'ici la fin des études de premier cycle. Donc, une francisation plus que juste fonctionnelle. Voici comment Mme Derry justifie la décision du gouvernement. Quand on change un peu l'ordre établi, quand on vient bousculer un peu l'ordre établi, ça suscite beaucoup de débats, de questions, de sensibilité. Quand on parle de droit de scolarité, quand on parle de langue française aussi, on en est conscient. Là, ça fait quelques semaines qu'on a des échanges. Et donc, je pense aujourd'hui que c'est un gain pour le Québec, c'est-à-dire on va franciser des étudiants pour la première fois dans les universités anglophones. Ça s'est jamais fait. Ils ont manifesté la volonté de le faire, donc je pense que c'est important de le faire. C'est la raison pour laquelle on a pris le pari qu'on va réussir à franciser. Donc, c'est la raison pour laquelle on a accepté et pris la décision de réduire les frais de scolarité à 12. OK, donc les droits de scolarité n'augmentent pas autant que c'était prévu la première fois, mais la francisation doit être à 80 des étudiants non résidents du Québec au premier cycle. Michel, est-ce que ça semble être un compromis acceptable à vos yeux? C'est un compromis. Est-ce qu'il est acceptable? On va le savoir dans 1 an ou 2. Parce que l'enjeu, c'est est-ce que les étudiants étrangers vont s'inscrire dans ces universités anglophones ou pas, incluant peut-être les Canadiens. Et je dis tout de suite que je suis favorable aux initiatives des universités de franciser leurs étudiants. Là où il y a des interrogations, c'est que s'ils ne viennent pas, ces étudiants étrangers, ils iront ailleurs. On peut dire, ben oui, qu'ils aillent à Toronto, qu'ils aillent à Vancouver. Mais il y a quand même une économie autour de ça. Il y a une réputation de ces universités. Il y a une crédibilité de ces universités. Il y a un équilibre, à mon humble avis, qu'on doit tenter de maintenir. Alors, mais c'est quoi qui ferait mal? C'est les droits de scolarité ou la francisation? Je pense que c'est le 80 Personnellement, je l'aurais étalé peut-être. J'aurais dit 40 c'est peut-être un peu bas, mais disons, est-ce qu'on peut y aller sur une période de 3 ans, par exemple? Juste parce que les universités proposaient 40 dans 40 leur proposition. 40 de toute façon, on est dans un jeu de négociation. Dans un jeu de négociation, on ne pouvait pas garder 40 C'est pas possible. Le gouvernement ne pouvait pas le garder, donc il fallait augmenter ce 40 Mais je dis, est-ce qu'on n'aurait pas pu peut-être dire progressivement, on va augmenter ce pourcentage-là, puis on va envoyer un signal à la communauté internationale que c'est vers ça qu'on tend, puis c'est ça le Québec, puis on parle français, etc. C'est juste que c'est un peu radical, ce 40 L'Université McGill dit que c'est totalement irréaliste. On verra. Ils ont baissé le niveau. Avant, c'était un niveau 6, là, c'est un niveau 5. Ouais. Mais il y a une chose que Mme Derry a dit, pas à Radio-Canada, qu'elle a dit sur les ondes de LCN ce matin. Elle a dit clairement, mot à mot, on ne veut pas franciser les Chinois et les Indiens. Et ce qu'il faut, c'est que les universités changent leur méthode de recrutement et aillent vraiment vers des bassins francophones. C'est un point de vue. C'est un point de vue, mais parce qui est un point de vue... parce qu'il y en a beaucoup d'Indiens et de Chinois. Là, c'est un point de vue en relations internationales qui est extrêmement délicat parce qu'on est en train de faire de la discrimination sur certaines communautés. Mais ça leur appartient. Je leur laisse ça.
Je dis juste que c'est délicat sur le plan international, mais qu'on travaille à un compromis, et mentionnons que Bishop va être exclu de cela. Maintenant, il y aura des pénalités aux universités. Quel type de pénalités? Le financement est lié à l'atteinte du 80 Bien, c'est ça. Alors, c'est une méthode punitive. Personnellement, on aurait pu être un peu moins punitif et être plus incitatif d'une certaine façon. Mais c'est un dossier à suivre. Oui. Jean-François. Moi, je suis très favorable à ce qui a été annoncé aujourd'hui. Les seules critiques que j'aurais à faire, c'est qu'on aurait pu aller plus loin. Je suis d'accord avec Michel sur le déploiement de la chose, prendre 2 ans, 3 ans ou 4 ans, ça m'importe peu. Mais écoutez, le message que ça envoie aux étudiants hors Québec et internationaux, c'est si le français ne vous intéresse pas, ne venez pas à Montréal. Puis moi, je trouve que c'est un excellent message. C'est un message de dignité, c'est un message d'affirmation. Ici, ça se passe en français. Alors, on a des universités anglophones qui vont vous donner des diplômes essentiellement en anglais, mais il y a une composante nécessaire pour vivre votre expérience montréalaise et peut-être décider de rester, c'est qu'on va vous demander, dans le cadre de vos cours de premier cycle, d'apprendre le français pour pouvoir travailler. Vous ne pourrez pas travailler en génie informatique avec le niveau 5, mais peut-être que vous allez décider de prendre d'autres cours. Puis pour moi, c'est un premier pas. J'espère que dans un autre gouvernement, peut-être d'un autre parti, on fera un 2e pas, puis un 3e pas. Mais en tout cas, le changement, c'est une révolution. De dire que dans nos universités anglophones, on va faire en sorte que des cours de français soient obligatoires, c'est énorme. Et effectivement, McGill, tout à l'heure, va dire que c'est épouvantable, qu'ils vont devoir fermer. Il avait parlé de déménager en Ontario, etc. Non, ils vont s'adapter. Ils vont s'adapter. Bien sûr qu'ils vont s'adapter. Et bien sûr qu'ils vont perdre une partie de la clientèle. Ils vont perdre les étudiants qui se foutaient du français. C'est très bien pour moi. Très bien. Excellent. Bon, maintenant, oui, est-ce qu'ils vont essayer de recruter davantage en Roumanie, en Europe, etc., pour des langues où c'est plus proche, ou comme au Vietnam, où il y a quand même une tradition de français langue seconde? Peut-être. Il y a 1 million d'Asiatiques en ce moment qui apprennent le français. Alors, des Chinois là-dedans. Bon, mais c'est sûr que si on part de Chinois sans rien connaître du français, c'est beaucoup plus long de l'apprendre que si on part de l'espagnol. Alors, pour moi, la seule chose que j'aurais à dire, c'est, écoutez, pourquoi 80 %, pourquoi pas 100 % en donnant quelques années de plus? Pourquoi exclure les étudiants résidents du Québec? Parce que même si, grâce maintenant aux 5 cours de français au cégep, on va améliorer leur français, mais on pourrait continuer à s'assurer qu'ils l'améliorent à McGill. Pourquoi ne pas continuer au 2e cycle et passer au niveau 7 ou 8 au 2e cycle? Tout ça, on peut parfaire ça. Et pour le prix, moi, je suis d'accord qu'il a descendu de 17 000 à 12 000. C'est vrai qu'à l'Université de Toronto, certaines de ces formations sont offertes à 9 000. Donc, il y a une différence de 3 000 par année. Ça fait, sur un bail de 10 mois, 300 $ de différence. C'est beaucoup moins cher que de rester à Toronto. Donc, les universités québécoises restent concurrentielles. Michel, je vous ai vu, mais je donne juste la parole avant Oui, Carl. pas de souci. Oui, bien, l'aspect concurrentiel est important parce qu'à 17 000 c'est impossible pour les universités anglophones de continuer d'attirer ici au Québec, alors qu'on pourrait aller ailleurs sans avoir ce genre de problème-là. Donc, je pense que c'est une avancée importante là, au niveau de la compétitivité, particulièrement avec les clientèles qui viennent du reste du Canada. Il n'en demeure pas moins qu'on est toujours dans un modèle de soustraction. Et c'est là où le bas blesse pour les universités anglophones, c'est qu'on a l'impression qu'on va quand même être pénalisé en bout de ligne. Le compromis qui est proposé sur la francisation, il ne faut pas oublier cependant que c'est les universités qui ont mis ça sur la table. Et je pense que ça a fait grand plaisir au gouvernement caquiste qui a pu continuer de poursuivre sur un objectif de politique clé, c'est-à-dire la francisation des gens qui arrivent ici et qui viennent utiliser nos institutions. Est-ce qu'on va passer de 80 %
à 60 ou monter du côté universitaire de 40 à 60 je serais pas surpris qu'on arrive là. Mais ça a quand même l'air calme. Ça a l'air, il y a un communiqué en bonne et due forme. Là. Ça a l'air d'être la décision du gouvernement. Est-ce qu'il y a encore, vous pensez qu'il peut encore y avoir une négociation possible? Bien, il y aura des pressions, certainement. Si les universités tiennent leur bout, ils vont tenter de faire changer le gouvernement, mais ils vont aller chercher des accommodements. Est-ce que ça serait 60 Est-ce que ça serait étalé dans le temps? Je ne sais pas. Mais c'est clair que demander à 80 des étudiants qui arrivent et qui s'inscrivaient auparavant à l'Université McGill, l'Université Concordia, d'apprendre le français jusqu'au niveau 5 en quelques mois, à peine, l'équivalent d'une session complète en français. En 3 ans. Oui, mais je veux dire, l'équivalent, l'équivalent, là, essentiellement, c'est une session complète. Hein? Et on sait très bien que ça va prendre 3 ans, mais on va prendre en temps complet, l'équivalent d'une session complète pour leur faire apprendre le français, ce qui pourrait retarder leurs études de cette façon. Je vous signale que l'Université McGill doit faire une conférence de presse au cours des prochaines minutes. On va vous présenter un bout de cette conférence de presse. Michel. Bien, c'est là que ce semestre additionnel, c'est là qu'il vient jouer en défaveur de la concurrence. C'est là où on risque d'en perdre. Et dans le raisonnement de Jean-François, que je respecte, ce qui manque, c'est qu'il y a des étudiants anglophones qui viennent, puis une fois rendus, peuvent décider de s'intégrer à notre société puis d'apprendre le français. C'est juste le côté trop campé dans un calendrier et un peu trop radical par rapport à ça. Et c'est là qu'il y a certainement des gens qui pourraient contribuer à la société québécoise de façon très positive puis qui ne viendront pas à cause de ça. C'est juste ça. Et c'est pour ça que je dis, si on avait été un peu plus progressivement, on aurait pris le temps de mesurer et de pallier et de trouver des solutions alternatives. Michel, mais là, on envoie un signal très fort à l'ensemble des pays pour dire, non, c'est français, puis that's it. Alors, c'est un choix. OK. Puis dans son communiqué, Mme Derry dit que la proposition faite par les universités anglophones là, à 40 ne correspond pas à ce que le gouvernement veut selon ses analyses, mais elle ne rend pas publique ses analyses pour savoir quel était l'impact de la proposition des universités. Sommes-nous surpris, Sébastien, qu'elle ne rend pas publique ses analyses? Jean-François. Oui, deux choses. Alors, on va en perdre. Ouais, on va trouver des cas, là. Ça va être dans la Gazette là, ces jours-ci, des cas de gens qui sont arrivés, ils ont fait McGill en anglais seulement, puis c'est seulement dans la trentaine qui ont marié une Québécoise francophone et qui sont devenus une francophone. C'est sûr qu'on va en trouver. Mais ne trouverons-on pas beaucoup plus de gens qui disent, bon, j'ai choisi d'aller à McGill parce qu'en plus, je vais apprendre le français, et donc des gens prédisposés à s'intégrer en beaucoup plus grand nombre. Donc, moi, j'ai pas de doute là-dessus. Aussi, rien n'interdit à McGill de dire, écoutez, il faut vous monter au niveau 5 en 3 ans, mais on va vous faire passer une session d'immersion en français à McGill ou au Saguenay avant de commencer, puis vous aurez votre niveau 5 tout de suite la première année. Je veux dire, toutes sortes, à partir du moment où l'obligation est là, il y a toutes sortes de moyens qu'ils peuvent utiliser pour y arriver. La chose qu'il faut ajouter aussi dans ce débat-là, Sébastien, c'est que politiquement, c'est payant pour la CAQ, ce débat-là. Hein? C'est payant pour la CAQ de manger de l'anglais. Puis avec la montée du Parti québécois, on veut quand même garder une initiative sur le fait français, puis pouvoir conserver le vote nationaliste. Puis à ce niveau-là, politiquement, là, contrairement aux grévistes puis à ce qui se passe dans les relations de travail gouvernementales, bien, la population, je pense, est plutôt favorable aux initiatives gouvernementales par rapport à la francisation des élèves qui arrivent, des étudiants qui arrivent ici pour les universités anglophones. Oui, puis au départ, sauf erreur, la vision du gouvernement, c'était de rééquilibrer les finances des universités au Québec parce que les universités anglophones recevaient beaucoup d'argent, notamment des étudiants étrangers. Mais encore une fois, c'était dans une logique. C'était encore une fois dans une logique de soustraction. On va enlever aux autres plutôt que d'ajouter aux universités, au réseau francophone. Et c'est là où je pense que l'approche du gouvernement faisait fausse route. Jean-François? C'est-à-dire que là, c'est que cette idée de péréquation, qui est une idée très canadienne, existait avant que le gouvernement Couillard ne la défasse sous la pression de McGill. Et là, on revient à cette idée de péréquation. Alors, il y a une redistribution de la richesse. Il y a une redistribution, c'est ça,
parce que c'est plus facile. Mais là, on va voir l'impact du nombre de gens, d'étudiants étrangers qui seront recrutés par McGill. S'il y a une baisse, il y aura moins de péréquation, même si la péréquation est revenue. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit, moi, je trouve pas, j'accepte, enfin, je respecte notre camarade Carl, mais c'est pas manger de l'anglais. C'est être conscient du déclin du français et être conscient de l'impact d'étudiants non francophones au centre-ville de Montréal qui contribuent au déclin du français et agir sur ce levier-là. Tout est dans la façon, Jean-François. Je pense que sur le fond, on se rejoint. C'est la façon qui, parfois, heurte. C'est brutal. Voilà. Si j'étais anglophone, née ici, je serais heurtée. Honnêtement, c'est juste ça qu'on dit. Et on crée une réaction. On crée une réaction de la part... Et on va le voir là, tout à l'heure avec McGill, puis on l'a entendu depuis le début de tout ça. Il y a une réaction très forte du côté anglophone, ce qui fait l'affaire de la CAQ, à mon avis, parce qu'au niveau politique, bien, on crée un fossé qui peut être payant puis qui peut contrer peut-être la montée du PQ. Et c'est un manque de reconnaissance un peu dans la façon. Je dis toujours dans la façon, pas sur le fond, mais de la reconnaissance de ce que représentent ces institutions au Québec. Parce que ce sont de véritables institutions. McGill est là depuis toujours, puis Concordia a son rôle aussi. Mais Michel, tu sais, à un moment donné... C'est des institutions montréalaises qui n'ont jamais décidé, jusqu'à il y a quelques mois, de rendre obligatoire des cours de français chez elles. C'est vrai, mais là, ils le font. C'est quand même pourquoi ils ne se sont pas réveillés, disons, en 1980. Mais là, ils le font, Jean-François. C'est ça l'évolution de l'histoire. Tu sais, je veux dire, c'est l'évolution des sociétés. Reconnaissons que là, ils le font, puis on le salue, ils le font, mais ils sont pas contents. Ils le font contraints et forcés. Mais ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents de l'approche. McGill n'est pas content non plus. Ils ne sont pas contents de l'approche. Ils n'étaient pas contents de la loi 101, ils n'étaient pas contents de la loi 22, ils n'étaient pas contents de la loi 96, ils ne sont pas contents là. C'est ça. On va aller écouter le chancelier. C'est chancelier, je pense, à McGill, comme ça qu'on l'appelle. Recteur de l'Université McGill. Écoutons. De répercussions, je voudrais passer au travers de certaines des répercussions de ces mesures. Excusez-moi. Avant même l'annonce d'aujourd'hui, l'Université McGill a déjà observé une baisse de 20% par rapport à la même période l'an dernier des demandes d'admission provenant d'étudiantes et étudiants canadiens de l'extérieur du Québec, donc la population visée par cette dernière mesure. Considérant la nouvelle cible gouvernementale en matière de francisation qui est impossible à atteindre, cela entraînera certainement aussi une diminution de la population étudiante internationale qui va être présente à McGill. D'autre part, les mesures annoncées vont priver le Québec d'un vaste bassin de travailleuses et travailleurs qualifiés pendant des années, au moment même où la province est aux prises avec une importante pénurie de main-d'œuvre. Comme les étudiantes et étudiants de l'extérieur du Québec seront moins nombreux à fréquenter nos universités, l'économie montréalaise elle-même ne tardera pas à s'en ressentir, que ce soit sur le plan de la restauration, du divertissement ou de l'achat auprès des commerces locaux. Et on rappellera comme dernier point qu'une étude réalisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain indique qu'en 2019-2020, les dépenses de ces étudiants et étudiantes hors Québec à Montréal ont injecté 427 millions de dollars dans le PIB de la province. C'est 427 millions par année. Sur ce, je vais laisser la place au professeur Saini pour ses remarques. Merci beaucoup et je vous remercie d'être des nôtres aujourd'hui. Les mesures que le gouvernement a annoncées aujourd'hui sont catastrophiques. Elles sont bien pires que les mesures annoncées le 13 octobre, pires pour le Québec, pires pour ses universités, pour ses entreprises qui ont besoin de terrain, et pire pour l'Université McGill. Depuis le début de novembre, nous avons fait des propositions réfléchies et réalistes au gouvernement, mais le gouvernement a retourné nos propositions contre nous. Quand je pense aux conséquences désastreuses qui auront ces mesures, je me dis qu'il s'agit d'une attaque directe contre les institutions qui participent à la vie du Québec depuis des centaines d'années. Nous nous opposons catégoriquement à la position du gouvernement. Il s'agit d'une politique incohérente, basée sur des impressions et des émotions plutôt que sur des faits, et elle nuira au Québec. Nous prendrons toutes les mesures et tous les moyens nécessaires
pour que McGill continue de protéger sa réputation d'excellence et de remplir sa mission auprès des étudiants du Québec et du monde. Thank you to everyone. OK. Donc, réaction assez forte, même forte, de la direction de l'Université McGill. C'est catastrophique. C'est une attaque directe. C'est pas possible d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Déjà, on a une baisse de 20 des inscriptions des étudiants canadiens à McGill. Alors, je pense qu'ils sont pas contents. Jean-François, vous réagissez comment à la réaction de l'Université McGill? Ben, c'était parfaitement prévisible. Vous savez, lorsque la loi 101 a été proposée, il y a eu une pétition signée par vraiment des gens, là, je ne veux même pas les nommer pour ne pas nuire à leur réputation par charité chrétienne, mais des grands leaders francophones et anglophones qui disaient qu'avec cette loi-là, le Québec deviendrait des analphabètes fonctionnels. On serait tous des analphabètes fonctionnels à cause de la loi 101. Alors donc, la surréaction des institutions, des chambres de commerce, à chaque progrès du français, il faut prendre ça avec une poche de sel. Je n'ai aucun doute qu'il va y avoir une réduction du nombre d'inscriptions parce qu'il y a eu une très forte augmentation du nombre d'inscriptions depuis 5 ans. Les universités anglophones ont fait des dizaines de millions de dollars supplémentaires et cette époque bénie aura été brève et ils vont revenir à une situation comme c'était il y a 5 ans. Mais ça, ils ne le disent pas, évidemment. Mais donc, de dire ce que ça va créer, exactement comme la loi 101, c'est que dans 10 ans, on va se rendre compte que les étudiants de McGill ont un avantage comparatif sur les autres, c'est que non seulement ils ont d'excellents professeurs, un excellent diplôme, mais en plus, ils parlent une deuxième langue qui est le français. Carl. Oui, Jean-François parle des dizaines de millions de dollars. Il ne faut pas oublier que ces dizaines de millions de dollars-là, c'est au Québec que ça venait, cet argent-là. C'est au Québec que c'était dépensé, cet argent-là. Donc, on va se priver de ça parce qu'encore une fois, on est dans un modèle de soustraction. Et moi, j'aurais aimé mieux qu'on ait une politique qui permette aux universités francophones d'attirer plus d'étudiants étrangers, plus d'étudiants de l'extérieur du Québec. D'ailleurs, la politique de francisation de la CAQ prévoit ça, là, de tenter d'attirer plus d'étudiants francophones hors Québec. Il y a des problèmes avec ça, évidemment, parce qu'on vide les communautés francophones de l'extérieur du Québec de leur force vive, mais quand même, il y avait un effort qui était fait à ce niveau-là. En ce qui a trait à la politique actuelle, Jean-François a tout à fait raison, cependant, que la réaction de McGill était prévisible. Est-ce qu'on est dans un état de panique parce qu'on voit la baisse des inscriptions? Peut-être, mais comme on l'avait fait la dernière fois, on va tenter de négocier tout ce que le gouvernement propose à la baisse. Oui, mais le choix des mots était trop fort. Parce que là, il y a une surréaction ici? Ben oui, on ne se met pas dans une position de continuer une négociation, mais de toute façon, je pense que la négociation, elle est terminée. Mais la réaction, le choix des mots est à mon avis, une catastrophe. McGill ne va pas fermer, McGill va perdre un peu, oui, mais tout ça, sur une période justement de 2-3 ans, il y a moyen de trouver des façons de pallier à ça, de maintenir sa réputation, sa crédibilité, de maintenir la qualité des programmes. Et je pense que, j'ai pas de doute, McGill est une université qui a les reins quand même très solides. On ne se fera pas de cachette là-dessus, là. Mais politiquement, ce matin, ce sont les émotions qui parlent et le choix des mots aurait pu être plus pondéré. Et ils avaient... Surtout qu'ils ont fait une première en offrant eux-mêmes de franciser leurs étudiants, d'avoir des activités culturelles, de travailler à une intégration plus large. Déjà, alors là, ce matin, ne tuez pas ça. Ça fait partie d'une évolution, comme dit Jean-François, d'un changement qui doit être intégré, etc., etc. Et travailler aux façons plutôt que de se braquer, de se polariser et encore une fois, de jouer la communauté anglophone contre la communauté francophone. Moi, ça, là, bien tanné de ça. Oui. Je précise qu'on n'a pas entendu toute la conférence de presse. C'est possible qu'ils ont dit ou qu'ils vont dire qu'ils sont prêts à franciser un certain pourcentage de leurs étudiants. Ils vont le faire. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.